Tous et Adam de Planète Tutora, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo sur les figures de style. Alors il y aura toutes les métaphores que vous verrez dans le cadre de votre cours de français au secondaire. Alors, petit avertissement déjà, la vidéo semble longue, mais dites-vous que pour les élèves de secondaire 1 ou 2, il n'y a que quelques figures de style que vous devez apprendre. Donc inutile pour vous de rester jusqu'à la fin. Et pour les élèves de secondaire 4 ou 5, dites-vous que vous connaissez déjà la plupart des figures de style. Donc regardez dans tous les cas seulement les figures de style qui vous causent des difficultés. Et pour tous les niveaux secondaires par contre, que ce soit secondaire 1 ou secondaire 5, allez à la fin de la vidéo pour voir comment on fait une bonne analyse versus c'est quoi une moins bonne analyse, parce que c'est probablement le point le plus important de la vidéo, d'accord ? Donc dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur comment reconnaître chaque figure de style et comment bien faire l'analyse d'une figure de style pour chacune d'entre elles. Alors on va commencer rapidement. Alors voici une définition d'une figure de style. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas juste lire un PowerPoint, je vais vous expliquer avec dans mes mots, dans mes propres mots. Donc c'est juste pour que vous puissiez suivre tout simplement de manière un peu plus simple. Alors une figure de style est un procédé d'écriture utilisé pour embellir ou renforcer le langage, souvent en s'écartant de l'usage littéral des mots. Elle vise à produire un effet particulier sur le lecteur ou l'auditeur, que ce soit pour mettre en relief une idée, évoquer des images, susciter des émotions ou souligner un point. Alors les figures de style incluent des techniques comme la métaphore, l'hyperbole, l'allégorie, l'ironie, etc. Ils sont largement utilisés en littérature, en poésie, en musique, dans les discours politiques ou personnels et communication quotidienne, comme les publicités d'ailleurs. Bon, en d'autres termes, ça veut dire quoi ? Donc l'art de l'écriture, ça ne réside pas seulement dans ce que l'on dit, mais dans la manière dont on le dit. Alors prenez par exemple cette phrase courante « le temps passe trop vite ». Donc c'est une vérité qu'on ressent tous. Mais comment lui donner plus de force, plus d'impact ? Réponse : en transformant cette observation en une métaphore. Par exemple, le temps est un voleur. Donc soudainement, la phrase prend une nouvelle dimension. Elle exprime plus seulement une idée, mais évoque une image, des émotions, une histoire. Donc le temps n'est plus un simple concept ordinaire, il devient un personnage, un voleur qui s'empare de nos moments précieux. Donc voilà c'est quoi une figure de style ? Eh bien en gros c'est transformer une phrase ordinaire en une phrase poétiquement exceptionnelle. Alors ici on a un tableau, donc comme vous voyez on a toutes les figures de style. Vous en apprendrez certaines en secondaire 1, d'autres en secondaire 2, etc. etc. Donc c'est à vous, selon votre niveau, d'étudier celles dont vous avez besoin. Selon les écoles, ça peut changer, mais le tableau est à peu près fidèle à la réalité. Ici, vous avez un tableau avec toutes les familles de figures de style que vous apprendrez au secondaire. Et dans chaque famille de figures de style, il y a les figures de style plus précises elles-mêmes, d'accord ? Alors on va commencer par les figures d'analogie. Donc voici la définition. Les figures d'analogie, comme la métaphore et la comparaison, servent à établir une relation de ressemblance entre deux éléments différents. Ici, on a un tableau avec les différentes figures d'analogie. Soit la comparaison, la métaphore et la personnification, et on va les voir une à une. Alors on commence par la comparaison. Alors la figure de style la plus connue probablement. Donc on l'utilise vraiment dans la vie de tous les jours, celle-là. La comparaison est une figure de style qui met en relation deux éléments ou idées en utilisant un terme comparatif, comme le mot « comme » ou « tel que », pour souligner leur ressemblance ou leur différence. On a quelques exemples ici. Ses yeux brillent comme... Donc vous voyez, dans une comparaison, on a toujours un mot comparatif, comme des étoiles, ressemble à une montagne, ou encore plus subtil, plus forte que le tonnerre. Donc ça peut être aussi moins que, semblable à, au moins plus que, etc. etc. Donc vraiment tous les mots comparatifs que vous pouvez imaginer.
Ensuite, on a la métaphore. Donc, la métaphore est une figure de style qui établit une comparaison implicite entre deux éléments sans utiliser de termes comparatifs. Elle suggère une similitude en décrivant un élément comme si l'en était un autre. Alors vous voyez dans la phrase suivante, la vie est un voyage, donc voulant dire la personne compare la vie à un voyage, ses paroles étaient un couteau dans le cœur, donc compare ses paroles à un couteau. Son rire est une musique qui illumine la pièce, donc compare son rire à une musique. Donc la seule différence ici avec une comparaison, oui ça ressemble à une comparaison, et ça joue pas mal le même rôle, c'est juste qu'on dit que c'est une métaphore parce qu'il n'y a aucun mot comparatif du tout. Si dans le premier exemple, par exemple, on avait rajouté un mot comparatif et qu'on avait dit « la vie est comme un voyage », alors là, ça serait, je veux dire, devenu une comparaison et non plus une métaphore. Vous comprenez ? Bon, maintenant, comment analyser une figure de style ? On va probablement vous demander de le faire au secondaire et c'est important que vous sachiez comment faire. Donc vous inquiétez pas, c'est simple, il faut seulement ne pas oublier certains éléments qui reviennent tout le temps dans vos futures explications. Alors déjà, il faut comprendre c'est quoi la fonction d'une figure de style. Fonction d'une figure de style, elle vise à produire un effet particulier sur le lecteur ou l'auditeur, que ce soit pour mettre en relief une idée, évoquer des images, susciter des émotions ou souligner un point. Donc, lorsqu'on analyse un texte, discerner l'idée derrière la figure de style est crucial. Elle est comme une énigme conçue par l'auteur où le décodage révèle non seulement le sens caché, mais aussi les émotions tissées dans le tissu du récit. Lorsqu'un professeur vous interroge sur une métaphore, le professeur cherche à savoir si vous avez compris la figure de style. D'accord ? Donc, quelle est la signification profonde de la phrase ? Quelle idée l'auteur a-t-il voulu transmettre ? Quel point souligner ? Quelle émotion il voulait évoquer au lecteur ? Donc, il faut que votre analyse réponde à toutes ces questions-là. Ok ? Donc, il ne faut pas seulement dire « Ah, l'auteur compare la vie à un voyage ». Bah non. Il faut dire un truc comme ce que vous voyez dans le tableau suivant. D'ailleurs, je vous conseille de lire les tableaux comme ceux-là pour voir à peu près comment analyser chaque type de figure de style. Ok ? Alors ici, on voit notre métaphore, la vie est un voyage. Donc voici à quoi devrait ressembler une vraie analyse. Ok ? Donc l'auteur compare la vie à un voyage, suggérant qu'elle ait un parcours avec ses propres défis, découvertes et destinations. La seule chose qui manque dans cette analyse, à mon humble avis, c'est d'informer quel est l'objectif de l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur essaie de transmettre au lecteur ? Une émotion peut-être ? Une réflexion ? Eh bien ça, il faut le préciser dans l'analyse. Okay ? Dans le deuxième exemple, c'est beaucoup mieux. Regardez. L'auteur compare les paroles à un couteau, évoquant l'idée qu'elles peuvent blesser émotionnellement comme une arme blesse physiquement. Alors là, il y a l'analyse de surface. Donc, l'auteur compare les paroles à un couteau. Il y a l'analyse de fond. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire exactement ? Pourquoi il compare les paroles à un couteau ? Après, dans cette analyse, si on avait voulu aller plus loin, on aurait pu ajouter l'émotion ou le message que l'auteur aurait pu vouloir faire passer au lecteur. Mais franchement, pour le niveau secondaire, l'analyse est très bien. D'ailleurs, je vous conseille d'aller à la fin de la vidéo pour vraiment voir comment on fait une bonne analyse versus comment on fait une mauvaise analyse. Okay ? Donc allez voir à la fin de la vidéo si vous n'avez pas trop le temps parce que c'est vraiment très très important. C'est le point le plus important de la vidéo. Okay ? Bon, maintenant, il faut comprendre qu'il y a plusieurs façons d'analyser une figure de style. N'importe quelle figure de style, et ça, vous pouvez prendre cette leçon-là et l'appliquer à tout votre secondaire. Du secondaire 1 à 5, vous devez comprendre qu'une phrase peut être analysée de plusieurs façons différentes. Okay ? Choisissez votre style, mais le plus important, c'est que tous les éléments d'une analyse complète soient présents.
Donc, soyez pas l'élève paresseux qui explique « Ah, l'auteur explique que les paroles sont comme un couteau dans le cœur parce que les paroles sont blessantes. » Non, franchement, développez un peu plus, utilisez plus de mots. Alors ici, vous voyez 4 exemples de comment l'analyser. Donc, comment analyser la phrase plutôt « Ces paroles est un couteau dans le cœur ». Donc, on va les voir. 1. L'auteur compare les paroles à un couteau, évoquant l'idée qu'elles peuvent blesser émotionnellement, comme une arme blesse physiquement. Pas mal l'analyse, mais ça peut aller encore un peu plus loin. 2. Deuxième analyse plutôt, l'auteur explique que ces paroles étaient blessantes et compare donc ces paroles à un couteau qui transperce le cœur. C'est pas mal, mais ça peut aller encore plus loin. Troisième analyse, l'auteur veut transmettre une idée au lecteur à quel point ces paroles étaient dures ou douloureuses, alors il compare ces paroles comme étant aussi blessantes que de recevoir un couteau dans le cœur. Ça, c'est pas mal. Quatrième analyse, l'auteur utilise l'image du couteau dans le cœur parce que le cœur symbolise les émotions. Alors là, on entre dans l'analyse de fond. Là. Pourquoi il utilise cette analyse? Qu'est-ce que les mots veulent dire exactement? Ça, c'est très bon. L'auteur utilise l'image du couteau dans le cœur parce que le cœur symbolise les émotions. S'il avait dit « recevoir un couteau dans la jambe », la phrase n'aurait pas eu le même effet, c'est-à-dire de faire comprendre au lecteur, ça c'est l'objectif, donc là, ça c'est parfait. Donc c'est quoi l'objectif de l'auteur, hein? Donc c'est-à-dire de faire comprendre au lecteur que ces paroles étaient émotionnellement blessantes. Ça c'est une très très bonne analyse. Donc vous voyez, vraiment, laissez votre imagination aller quand vous expliquez une métaphore. L'important c'est que votre analyse fasse du sens, ok? C'est pas obligé d'être juste, d'accord? C'est peut-être pas ça que l'auteur voulait dire, ce n'est peut-être pas ça. Par contre, si elle fait du sens, si ça paraît logique, il n'y a aucun problème, votre professeur va vous mettre une bonne note, d'accord? Donc on n'a pas la science infuse, on ne sait pas exactement qu'est-ce que voulait dire l'auteur, on n'est pas dans la tête de l'auteur, et si on n'a pas lu peut-être, je sais pas moi, les mémoires de l'auteur ou l'autobiographie de l'auteur, et que l'auteur lui-même n'a pas dit « voici ce que j'ai voulu dire par telle phrase ou telle métaphore », ben on ne peut pas le savoir non plus, d'accord? Donc vraiment, on fait comme un guess, on va dire, en anglais. Hein. Je ne veux pas utiliser d'anglicisme, mais on imagine que c'est ce que l'auteur voulait dire par déduction logique. Okay? Donc l'important, comme j'ai dit, c'est que ça fasse du sens. Bon, on va parler de la personnification maintenant. Une personnification, ça attribue des caractéristiques humaines, des sentiments ou des actions à un objet, un animal ou une idée abstraite, rendant le concept plus vivant et accessible. Donc, quelques exemples ici. Le vent murmure des secrets. Donc vous voyez que le vent ne peut pas murmurer ou chuchoter, hein. On est bien d'accord. Par contre, un humain, ça peut murmurer. Donc, vous voyez, la personnification, c'est quand on attribue une action ou une émotion humaine à une chose. Un autre exemple. La lune veillait sur la nuit. Donc veiller dans le sens prendre soin ou surveiller, j'imagine. Bon, on sait que la lune ne veille pas littéralement sur la nuit, mais c'est juste une image qu'on donne ici. C'est comme si la lune était réellement un humain. La forêt embrasse le ciel. Bon, une forêt ne peut pas littéralement embrasser quelque chose, mais encore là, c'est juste pour imager. On donne une action humaine, donc embrasser à une chose, donc qui est l'arbre. La ville ne dort jamais. Donc on sait bien qu'une ville, ça ne dort pas, ça ne se réveille pas non plus. C'est juste qu'on donne une action humaine ou un état humain à une ville, à une chose, hein, pour donner une certaine peinture poétique à ce qu'on veut dire. Alors ici, vous voyez comment faire une analyse d'une personnification. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause et regarder ça parce que moi, je veux qu'on saute à la prochaine diapositive. Bon, alors ici, comme je vous l'ai déjà dit, il y a plusieurs façons d'analyser une figure de style. Mais vous devez savoir que les analyses que vous pourriez voir dans cette vidéo, à peu près 90% d'entre elles, sont vraiment des analyses poussées. D'accord ? Donc en ce qui vous concerne, concentrez-vous seulement de donner des analyses à la hauteur de votre niveau scolaire. Donc il n'y a pas un professeur au secondaire qui va s'attendre de vous, spécialement au secondaire 1, secondaire 2, là, que vous lui écriviez une analyse de style universitaire. Hein. Donc
n'ayez pas trop la pression en regardant ces analyses-là que vous voyez dans ces tableaux. D'accord ? Par exemple, la forêt embrasse le ciel. Un niveau universitaire serait d'écrire cette phrase attribue une action humaine à la forêt, suggérant qu'elle s'étend ou s'élève vers le ciel de manière affectueuse ou enveloppante, créant une image de connexion et d'unité avec la nature. Donc voilà, ça c'est vraiment poussé, vous n'avez pas besoin de vous rendre là. Hein. Donc voici à quoi une analyse de niveau secondaire devrait ressembler. Donc, l'auteur transmet l'idée que les arbres de la forêt sont immenses et cela donne au lecteur l'image ou le sentiment que la forêt paraît grandiose. Hein. Donc ça, c'est l'important pour votre niveau, c'est vraiment d'expliquer qu'est-ce que la phrase transmet comme idée et quelle émotion ou impression la phrase peut donner au lecteur. D'accord ? Bien sûr, il y a d'autres choses, mais ça, vous pouvez le voir, je le rappelle encore, à la fin de la vidéo, où là je vais vous montrer vraiment c'est quoi une analyse complète. Okay ? Donc, premier exercice, et ça je vous suggère fortement d'essayer de connaître par cœur quelle figure de style va dans telle et telle famille de figures de style. Hein. Donc, nommez les 3 figures d'analogie que nous venons d'apprendre, tout simplement, et on se retrouve avec les réponses. Donc, voici les réponses maintenant. Alors, maintenant, deuxième exercice. Parmi les exemples suivants, nommez celles qui sont des comparaisons, celles qui sont des métaphores et celles qui sont des personnifications. Et nous, on se retrouve avec les réponses maintenant. Première phrase, il se bat comme un lion. Alors vous l'avez deviné, c'est une comparaison. Pourquoi ? Parce qu'on a un mot comparatif, comme. Donc c'est une comparaison, voilà. Aussi simple que ça. Ses cheveux étaient blonds comme l'or. Alors là, on a encore le mot comme, donc c'est encore une comparaison. Encore celle-là était simple. 3. L'océan a rugi en colère contre les rochers. Alors là, c'est une personnification. Pourquoi c'est une personnification ? On se rappelle que une personnification, ça veut dire qu'on attribue des qualités ou des actions humaines à une chose. Donc un océan, ça ne rugit pas de colère, hein, on est bien d'accord ? Donc, dans ce cas-là, on sait que c'est une personnification. 4. Le monde est un théâtre où chacun joue son rôle. Et c'est une métaphore. Pourquoi c'est une métaphore ? Parce qu'il n'y a pas de mot comparatif. Okay ? Si ça avait été le monde est comme un théâtre, alors là, ça aurait été une comparaison. Mais étant donné qu'il n'y a pas de mot comparatif, c'est une métaphore. 5. La nuit a enveloppé la ville dans son manteau sombre. Alors ça, c'est une personnification. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien que la nuit, ça enveloppe, ça ne peut pas envelopper quoi que ce soit. Et on sait très bien que seuls les humains ou les chiens, à la limite, peuvent porter des manteaux. Hein. Donc la nuit, ça ne peut pas porter de manteau. Hein. Donc c'est une image, tout simplement. Donc c'est une personnification. 6. Ces paroles sont des perles de sagesse. Alors ça, c'est une métaphore. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de mot comparatif, donc ces paroles sont comme des perles de sagesse. Alors si on avait dit comme des perles de sagesse, ou ressemble à des perles de sagesse, là, il y aurait eu un mot comparatif. Donc là, ça aurait été une comparaison, étant donné qu'il n'y a pas de mot comparatif, il n'y a pas de comme, il n'y a pas de sembler à, il n'y a pas de ressembler à, alors c'est une métaphore. Ok ? Bon, maintenant, voyons ce que sont les figures d'amplification. Excusez-moi. Une figure d'amplification est une technique rhétorique utilisée pour augmenter l'intensité, j'insiste bien sur augmenter l'intensité, l'importance ou l'émotion d'une idée ou d'un propos. Elle sert à renforcer l'expression pour la rendre plus persuasive ou impressionnante. Donc, les figures d'amplification sont l'énumération, la répétition, la gradation et l'hyperbole. Et vous verrez quelques exemples dans le tableau à l'écran, et nous, on va les voir une à une. Alors, commençons par la première figure d'amplification, l'énumération. Donc une énumération est une figure de style qui consiste à lister de manière successive plusieurs éléments, idées, actions ou descriptions au sein d'une phrase ou d'un discours. Donc l'énumération permet de donner plus de détails, de renforcer un argument ou de créer un effet d'accumulation ou d'intensité. Elle sert souvent à souligner l'abondance, l'abondance parce qu'il y a beaucoup de choses, la diversité ou la complexité
de ce qui est évoqué et peut contribuer à l'impact visuel ou rythmique du texte. Donc, pensez à une chanson par exemple. Dans le premier exemple, on voit qu'on énumère une liste de fruits, pour donner une image d'abondance justement, dans le sens qu'il y a beaucoup de fruits. Dans le deuxième exemple, on énumère une liste de villes pour vraiment faire comprendre plutôt au lecteur à quel point exactement la personne a voyagé. Limite, c'est pour impressionner le lecteur. Donc voilà ce qu'une accumulation peut faire, ça peut impressionner, d'accord ? Donc dans la troisième phrase, c'est un peu plus dur de voir que c'est une énumération, mais on peut quand même le deviner. Donc c'est juste qu'on énumère une liste d'actions, probablement, pour faire comprendre au lecteur à quel point la personne en question ou le personnage a travaillé durant sa journée. Donc alors ici, vous voyez comment faire une analyse d'une personnification. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et regarder ça. Nous, on saute tout de suite à la prochaine figure d'amplification. Donc la prochaine figure d'amplification ici, c'est la répétition. Donc la répétition est une figure de style qui consiste à utiliser le mot, groupe de mots ou structure de phrase plusieurs fois dans un même texte ou discours. Donc, cette technique est utilisée pour renforcer une idée, créer un effet rythmique, accentuer un sentiment ou attirer l'attention sur un élément particulier. Premier exemple, non, 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 elle criait en désespoir. Là, ici, on voit que la répétition sert vraiment à montrer à quel point la personne était désemparée. Deuxième exemple, la pluie tombait, tombait, tombait sans cesse. Là, ici, on voit que la répétition du mot tomber sert vraiment à donner l'image d'une pluie absolument torrentielle et on voit que ça a plus d'impact que de dire quelque chose comme seulement la pluie tombait. Si on avait dit ça comme ça, on n'aurait pas pu savoir à quel point la pluie était forte ou la durée pendant laquelle la pluie a tombé. Liberté, liberté, liberté était le cri de leur cœur. Là, on voit que la répétition sert à montrer probablement la détermination de ceux qui scandent le slogan en question. Donc voilà, une répétition, c'est vraiment pour accentuer un sentiment ou amplifier un message ou faire en sorte d'attirer l'attention du lecteur sur quelque chose, d'accord ? Alors ici, vous voyez comment faire une analyse d'une répétition. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et regarder ça. Nous, on saute tout de suite à la prochaine figure d'amplification. Maintenant, regardons la gradation. Une gradation est une figure de style qui consiste à organiser des mots ou des idées de manière séquentielle, soit en ordre croissant, gradation ascendante, soit en ordre décroissant, gradation descendante, pour intensifier l'effet du discours. Les éléments de la gradation sont disposés de manière à ce que chaque terme renforce le précédent, créant ainsi un mouvement dramatique ou une progression logique. La gradation peut produire un impact puissant en guidant le lecteur ou l'auditeur vers une conclusion ou un point culminant. Et le dernier point est probablement le point le plus important. C'est le guidant le lecteur ou l'auditeur vers une conclusion ou un point culminant, d'accord ? Vous allez tout de suite comprendre. Il commença par marcher, puis courir, ensuite sprinter à toute vitesse. Donc ici, on dit que c'est une gradation ascendante parce que l'intensité de l'action est en ordre croissant. C'est-à-dire que ça commence tout doucement, donc marcher, et ça finit au plus haut niveau de l'action, c'est-à-dire sprinter à toute vitesse. C'était intéressant, captivant et absolument fascinant. Ça, c'est le deuxième exemple. Ça, c'est une gradation ascendante encore. Aussi, premier niveau, c'est intéressant. Deuxième niveau, captivant. Donc là, captivant, c'est un peu plus intéressant. Et finalement, dernier niveau, absolument fascinant. Alors là, c'est le plus haut niveau de l'intérêt ici. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. Peut-être que les plus cultivés d'entre vous ont reconnu la chanson de Jodassin. Donc ici, c'est toujours ascendant. Un an, c'est plus petit qu'un siècle, et un siècle, c'est plus petit qu'une éternité. Donc voilà, c'est ascendant. Donc, ensuite, on voit il y a une éternité
un siècle, il y a un an. Alors là, on voit le contraire. Ici, la gradation est descendante, c'est-à-dire en ordre décroissant. On passe du maximum, une éternité, à un siècle, puis on termine avec l'intensité minimum, un an. Donc, ici, on veut donner l'effet contraire, en fait. Donc, la chanson originale, dans la chanson originale, le chanteur parle d'une femme qu'il a rencontrée et se souvient de leur marche sur la plage un matin. Et là, il essaie de faire comprendre à l'auditeur que pour lui, c'est comme un retour en arrière peut-être. Donc ou peut-être qu'il veut dire que son souvenir d'elle est toujours aussi frais dans sa mémoire, même s'il a l'impression qu'il ne l'a pas vue depuis une éternité. Donc peu importe l'interprétation que vous donnez, rappelez-vous, elle doit faire un minimum de sens. Alors ici, vous voyez comment faire une analyse d'une gradation ascendante et d'une gradation descendante. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et regarder ça. Nous, on saute tout de suite à la prochaine figure d'amplification. Donc, prochaine figure d'amplification, on a ici l'hyperbole. Une hyperbole est une figure de style qui consiste à exagérer de manière significative une idée, une action ou une caractéristique pour créer un effet dramatique ou pour mettre l'accent sur un point particulier. Elle est utilisée pour intensifier l'expression et provoquer une réaction forte chez le lecteur ou l'auditeur. J'ai 1 million de choses à faire aujourd'hui. C'est très simple. On en fait tous les jours des hyperboles. On comprend ici qu'on n'en a pas littéralement 1 million de choses à faire, mais quand on dit ça, c'est tout simplement pour faire comprendre à la personne à quel point on est occupé en exagérant la réalité. Vous voyez à quel point c'est facile de faire ce que je viens de faire ? Donc je viens de faire une analyse sans même m'en rendre compte là. Donc c'est simple, pour faire une bonne analyse avec n'importe quelle figure de style que vous utiliserez, expliquez simplement c'était quoi votre but ou votre objectif en disant ça. Ce sac pèse 1 tonne. Encore une fois, on comprend que le sac ne pèse pas littéralement 1 tonne. Ici, l'auteur dit ça probablement pour faire comprendre à son interlocuteur que le sac qu'il porte est trop lourd et veut souligner à quel point il fait des efforts pour supporter cette charge en question. Il a couru vite, il a couru plus vite que le vent. Alors là, non, c'est pas une personnification, parce que le focus de la phrase n'est pas le vent en tant que tel. On ne cherche pas à donner au vent une action humaine ou quoi que ce soit. On pourrait argumenter que c'est une comparaison, donc étant donné des mots comparatifs plus vite qu'eux, mais vraiment le but ici c'est d'exagérer à quel point la personne a couru rapidement. C'est surtout sur ce point-là qu'on recherche l'attention plutôt. Ici vous voyez encore un tableau sur comment faire une analyse d'une hyperbole cette fois. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause et regarder ça. Nous, on s'en va tout de suite en exercice. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est comme d'habitude de nommer les 4 figures d'amplification que nous venons d'apprendre. Et je vous laisse réfléchir. Mettez la vidéo sur pause et on se rejoint avec les réponses maintenant. Donc voici les 4 figures d'amplification. Et maintenant, on saute tout de suite à un autre exercice qui, lui, va être de choisir quelle est la bonne figure d'amplification pour chacune des phrases. Et nous, on se rejoint avec les réponses maintenant. Phrase numéro 1, le son était insupportable, puis très fort, puis supportable, puis finalement inaudible. Alors là, c'est une gradation descendante. Vous l'aurez compris, on commence par le plus fort, le maximum, insupportable, et on finit par le minimum, finalement inaudible. Inaudible qui veut dire qu'on n'entend absolument rien. 2. L'eau coule, 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 sans fin de La Fontaine. Alors là, c'est une répétition, c'est très facile, on répète le mot coule sans arrêt. 3e phrase, elle a acheté des pommes, des oranges, des bananes et des poires pour la salade de fruits. Alors là, c'est une énumération, donc on énumère une liste de fruits, donc dans ce cas-là, énumération bien entendu. 4e phrase, j'ai tellement faim que je pourrais manger un cheval. Alors là, c'est une hyperbole, c'est une exagération, donc on ne pourrait pas littéralement manger un cheval en entier, mais c'est juste pour exagérer le fait qu'on a faim. Donc c'est une hyperbole.
5e phrase, il a commencé à chuchoter, puis à parler, ensuite à crier et finalement à hurler. Donc là, c'est une gradation ascendante. Pourquoi ? Parce qu'on commence avec le minimum, chuchoter, et on finit par le maximum, hurler. Bon, maintenant, avant dernière famille de figures de style, voyons maintenant les figures d'atténuation. Alors, c'est quoi une figure d'atténuation ? Eh bien, c'est une figure de style qui consiste à minimiser l'expression d'une idée ou d'une émotion. Donc, dans les figures d'atténuation, on a l'euphémisme et la litote. Dans le tableau, vous en avez des exemples. Nous, on va voir tout de suite ce qu'est un euphémisme. Alors un euphémisme est une figure de style qui consiste à utiliser des mots ou des expressions plus doux, plus neutres, moins directs pour parler d'un sujet qui pourrait être considéré comme délicat, dérangeant ou offensant. L'objectif est d'atténuer l'impact de l'expression, de rendre le discours plus acceptable ou moins brutal. Par exemple, au lieu de dire « il est mort », bien on dit « il nous a quittés ». Donc le but est de ne pas être trop direct ou trop dur, parce que dire de quelqu'un « ah, il est mort », ben ça manque un peu de douceur, vous trouvez pas ? Donc voilà à quoi sert un euphémisme, à mettre un peu de douceur à quelque chose de dur. Un autre exemple, pour éviter d'offenser quelqu'un en disant qu'elle est sans emploi, eh bien on dit tout simplement « elle est entre deux emplois ». Donc voilà une expression ici pour ne pas paraître trop dur ou mal poli. Même chose dans le 3e exemple, pour ne pas offenser quelqu'un ou paraître impoli ou méchant, eh bien, au lieu de dire « il est obèse », on va plutôt dire « il est en surpoids ». Voilà. Alors ici, vous voyez comment faire une analyse pour les euphémismes. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et regarder ça. Nous, on saute tout de suite à la dernière figure d'atténuation. Alors la prochaine figure d'atténuation, on a la litote. La litote est une figure de style qui consiste à minimiser l'expression d'une idée ou d'une émotion pour suggérer quelque chose de bien plus grand. Cette technique est souvent utilisée pour présenter une affirmation de manière sous-entendue ou pour exprimer une idée de façon discrète et indiscrète, en faisant moins que ce que le contexte impliquerait. Par exemple, ce n'est pas mauvais, pour dire que quelque chose est en fait très bon. En gros, on dit le contraire de ce qu'on pense, pour ne pas être trop direct sur ce qu'on pense réellement. Je pense que le meilleur exemple, on l'a tous déjà dit, « Ah, elle est pas laide cette fille-là », par exemple. Hein. Donc bien entendu, ce qu'on pense vraiment, c'est qu'on trouve la fille en question très jolie. C'est juste qu'on ne veut pas paraître trop direct en fait. Eh bien, quand on parle comme ça, en fait, on utilise une litote, vous voyez ? Pareil pour le 2e exemple, il n'est pas inconnu pour indiquer que quelqu'un est en fait bien connu ou célèbre. Et ce n'était pas peu difficile, pardonnez-moi, pour dire que c'était en réalité très facile. Voilà. Maintenant, ici, vous voyez comment faire une analyse d'une litote. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et regarder ça. Nous, on saute tout de suite au prochain exercice. Dans cet exercice-là, vous avez simplement à nous donner les 2 figures de style pour les figures d'atténuation. Mettez sur pause parce qu'on arrive avec les réponses tout de suite. Donc voici les réponses et on saute tout de suite au prochain exercice. Donc parmi les figures d'atténuation, nommez celles qui sont des euphémismes et celles qui sont des litotes. On se rejoint avec les réponses tout de suite. Alors, phrase numéro 1, il n'est pas sans talent. Alors ça, c'est une litote, parce qu'on dit le contraire de ce qu'on pense, tout simplement. Phrase numéro 2, il a atteint l'âge d'or. Alors ça, c'est un euphémisme, c'est tout simplement pour ne pas dire que elle est vieille, cette personne, tout simplement. Donc on dit, il a atteint l'âge d'or, pour adoucir un peu une réalité un peu difficile. 3, elle est en fin de vie. Alors ça, c'est un euphémisme. Encore, c'est pour adoucir une réalité qui est un peu dure. Elle est en fin de vie, en fait, ça veut dire qu'elle est sur le point de mourir, tout simplement. Phrase numéro 4, il est un peu enrobé. Donc ça, c'est un euphémisme. Ça, c'est pour éviter de blesser quelqu'un en lui disant qu'elle est grosse. Donc au lieu de dire qu'elle est grosse, on dit il est un peu enrobé, tout simplement. Phrase numéro 5, elle n'est pas la dernière à comprendre. Donc ça, c'est une litote. Et finalement, phrase numéro 6, ce n'est pas rien. Alors ça, c'est une litote. En fait, qu'est-ce qu'on veut réellement dire, c'est que c'est beaucoup. Voilà.
Bon, avant-dernière famille de figures de style, donc voyons les figures d'opposition. On commence par l'antithèse, ok? Alors l'antithèse met en parallèle deux pensées ou expressions opposées dans une même phrase pour en souligner le contraste et j'insiste sur le mot opposé, qui veut dire contraire. Donc l'objectif de l'antithèse est de souligner un contraste ou une opposition pour renforcer l'impact du message, créer un effet dramatique, clarifier une idée en présentant son contraire. Par exemple, on a la jeunesse est un art, la vieillesse une science. Donc ici, on voit que jeunesse et vieillesse sont bien entendu deux contraires, donc deux opposés, et c'est simplement pour souligner le contraste. Donc contraste, ça veut dire différent si vous préférez. Donc ce sont deux contraires mis dans la même phrase pour vraiment mettre l'attention sur là où les différences de deux choses, entre deux choses plutôt. Ici, on oppose la jeunesse à la vieillesse en expliquant que la vieillesse, la jeunesse et la vieillesse ont des buts ou des expériences de vie complètement différentes. Ensuite, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Alors ici, on ne contraste pas, on ne veut pas mettre la différence entre l'argent et l'or, mais plutôt entre la parole et le silence, qui bien entendu sont deux choses opposées. Donc la parole, c'est le bruit, le silence, c'est le silence. Ensuite, dernier exemple, un ver de terre amoureux d'une étoile. Donc on voit ici qu'on oppose deux choses complètement différentes, tant au niveau de leur nature qu'au niveau de leur taille. Donc ici, on oppose le concept de la petitesse du ver de terre à la grandeur et l'immensité d'une étoile. Donc en gros, l'antithèse, c'est vraiment l'opposition de concepts, si vous avez remarqué. Dans la première phase, par exemple, on oppose les concepts de la jeunesse et de la vieillesse, de l'âge en fait, alors que dans la deuxième phrase, on oppose les concepts de la parole et du silence. Et si vous voulez voir une analyse sur ces deux phrases, je vous conseille de voir ce tableau à l'écran. Et nous, on passe à la prochaine figure d'opposition, l'antiphrase, donc qu'on appelle aussi l'ironie. Donc c'est un synonyme. L'antiphrase est une forme d'ironie qui consiste à dire le contraire de ce que l'on pense réellement. Donc le but est de mettre en évidence une contradiction entre le sens littéral des mots et le sens réel que l'auteur ou le locuteur souhaite communiquer. Donc, consiste à dire le contraire de ce que l'on pense réellement. Alors, ça ressemble un peu à la litote, mais c'est pas la même chose en fait. La litote et l'antiphrase, c'est l'ironie si vous voulez, se ressemblent, mais n'ont pas le même but. Alors que les deux consistent à dire le contraire de ce que l'on pense, la litote le fait dans le but d'atténuer subtilement une réalité pour l'adoucir. Alors que l'antiphrase ou l'ironie le fait dans le but presque de moquerie, si vous voulez. Donc ici, juste pour que vous compreniez au début, j'ai mis le contexte, ok? Donc après une journée particulièrement chaotique et stressante, on va dire, pour faire de l'ironie, c'était relaxant, n'est-ce pas? Alors que vraiment, ça c'est pour, quand on fait de l'ironie, c'est pour se plaindre indirectement de quelque chose. Donc dans le dernier exemple, en l'occurrence du fait que la journée, on l'a trouvée pas mal stressante. Alors vous voyez, donc rien à voir avec la litote qui, elle, est juste pour adoucir une réalité dans le but de protéger les sentiments de quelqu'un ou ne pas l'offenser. Ici, vous voyez que c'est pas du tout le but ou l'objectif. Une litote, ce serait plutôt quelque chose comme elle est pas mal cette fille, dans le sens que qu'est-ce qu'on pense vraiment, c'est que la fille est très jolie par exemple. Ça c'est une litote, ok? Donc c'est pas du tout la même chose que de l'ironie. Donc, deuxième exemple, imaginez manger un plat extrêmement épicé et pour vous en plaindre, vous dites c'est plutôt doux je trouve. Donc pour faire comprendre à la personne qui a cuisiné, peut-être que la prochaine fois, faut se calmer sur les piments. Donc puis imaginez quelqu'un qui fait une erreur évidente, on dira un truc comme bien joué Einstein. Donc ça nous est tous déjà arrivé de dire ça à quelqu'un qui a fait un truc un peu débile. Bon,
Ici, vous voyez comment faire l'analyse d'une antiphrase. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et regarder ça. Nous, on saute tout de suite à la prochaine figure d'opposition. Alors ici, on a l'oxymore. Donc un oxymore est une figure de style qui juxtapose deux mots ou expressions de sens opposés pour former une unité de sens, créant ainsi une forme de contradiction apparente. Cet assemblage de termes contradictoires dans un même groupe de mots permet de susciter la réflexion, de souligner la complexité d'une situation, d'un concept, ou de créer un effet esthétique ou poétique. Donc on insiste, dans le cas d'un oxymore, vraiment sur le côté de susciter la réflexion, c'est-à-dire de faire penser le lecteur et aussi de donner un côté plus poétique. Donc si vous avez remarqué, si vous vous souvenez, ça ressemble un peu à l'antithèse, hein. Eh bien, ça se ressemble fortement, mais c'est pas tout à fait la même chose. Une antithèse oppose deux idées ou deux groupes de mots, alors que l'oxymore oppose deux mots de sens contraire. Donc, la plupart du temps, ces deux mots-là sont côte à côte. Donc, voilà la différence avec l'oxymore. Vous vous rappelez de la phrase « La jeunesse est un art, la vieillesse est une science ». Eh bien, on avait dit que jeunesse était opposée à vieillesse, naturellement. Donc, c'était une antithèse. Bon, on voit que dans les exemples suivants, par exemple, douce amertume, là, les mots sont comme côte à côte. Au contraire de la jeunesse est un art, la vieillesse une science. Où là, c'est plus subtil et plus difficile à trouver parce que jeunesse et vieillesse sont séparés par plusieurs mots. Alors que dans le cas d'un oxymore, eh bien, la plupart du temps, les mots opposés sont carrément mis l'un à côté de l'autre. Vous comprenez ? Mais pas juste ça, l'oxymore oppose aussi deux mots de classes différentes. Donc elle peut opposer un nom et un adjectif, un nom et d'un complément du nom, ou encore un verbe et un adverbe. Donc on le voit par exemple avec une douce amertume. Donc douce, c'est un adjectif, amertume, c'est un nom. Deux exemples bonus, la voix du silence. Donc la voix, c'est un nom, et du silence, c'est un complément de nom. Donc on fait comment pour trouver un complément de nom d'ailleurs? Donc c'est en posant la question de qui ou de quoi, donc après le nom, la voix de quoi? Du silence, donc du silence égale complément du nom. Donc hâte-toi lentement. Alors ici on a le verbe se hâter, opposé à l'adverbe lentement. Alors qu'une antithèse, il n'y a pas de ça, c'est vraiment l'opposition de deux concepts. Un ver de terre et une étoile sont tous les deux des noms, vous voyez. Mais le point, c'est que dans une antithèse, on oppose des concepts. Donc dans ce cas, la petitesse du ver de terre à la grandeur d'une étoile. Donc alors qu'avec un oxymore, on veut plus faire un contraste flagrant entre deux mots de classes différentes. Une douce amertume. Là, vous voyez que douce, c'est le contraire d'amertume, qui est amer, qui veut dire amer. Donc c'est le contraire de doux. Hein. Un silence assourdissant, bien assourdissant, ça veut dire très bruyant au point de rendre sourd. Donc bon, on est bien d'accord qu'un silence ne peut pas être assourdissant, mais dans la phrase, ça sert justement à montrer à quel point le silence, un silence pesant, on peut parfois encore plus le remarquer qu'un bruit assourdissant, quoi. Donc une clarté obscure. Là, c'est facile de voir qu'une clarté ne peut pas être obscure, bien entendu, mais là, on peut imaginer que la personne veut dire qu'il fait tellement clair qu'en fait, ça nous aveugle, comme s'il faisait absolument noir, vous voyez? Donc si vous voulez savoir comment faire l'analyse d'un oxymore, je vous laisse mettre la vidéo sur pause et regarder ça. Nous, on saute tout de suite au prochain exercice qui est de nommer les trois figures d'opposition qu'on vient d'apprendre. Mettez sur pause et on se retrouve avec les réponses maintenant. Donc voici les réponses. Maintenant, le prochain exercice va être de nommer les phrases qui ont soit une antithèse, une antiphrase ou un oxymore, et on se voit tout de suite avec les réponses. Alors, on va commencer avec la phrase numéro 1. La richesse de son cœur contraste avec la pauvreté de son porte-monnaie. Alors là, vous voyez qu'on a richesse et pauvreté, donc les mots sont soulignés, eh bien c'est une antithèse. Pourquoi ce n'est pas un oxymore? Parce que richesse et pauvreté ne sont pas mis côte à côte. Si on avait voulu faire un oxymore, on aurait pu dire quelque chose comme un pauvre riche, tiens. Voilà,
Ça aurait été un oxymore. Alors, phrase numéro 2, un silence bruyant. Alors ça, c'est un oxymore. Donc la phrase n'est pas du tout longue, donc on oppose silence et bruyant. Donc un silence, bien entendu, ne peut pas être bruyant. Donc voilà, ça c'est un oxymore, parce qu'il n'est pas séparé entre plusieurs mots. Phrase numéro 3, il est le soleil de ma vie, elle est l'ombre de mes jours. Alors ça, c'est une antithèse ou un contraste si vous préférez. Donc on a le soleil qui s'oppose à l'ombre. Bien entendu, il y a plusieurs mots qui sont entre soleil et ombre. Donc là, ça c'est une antithèse et non pas un oxymore, comme la phrase numéro 2. Phrase numéro 4, après avoir fait une grosse erreur. Donc ça c'est le contexte. On dit « Bravo, quelle performance exceptionnelle ». Donc ça c'est une antiphrase, c'est de l'ironie. Bien entendu, ce n'est pas une performance exceptionnelle, c'est bien le contraire. Donc la personne, on comprend qu'elle a fait une grosse erreur. D'accord ? Bien pour se moquer d'elle, entre guillemets, par sujet de moquerie ou de plainte, on dirait « Bravo, quelle performance exceptionnelle » pour lui faire comprendre justement qu'elle a fait une grosse erreur. Phrase numéro 5, une hâte tranquille. Alors ça, vous l'avez reconnu, c'est un oxymore. Donc hâte, c'est complètement l'opposé de tranquille. Quelqu'un qui a hâte versus quelqu'un qui est tranquille. Donc ça, c'est un opposé, donc c'est un oxymore parce que deux mots opposés côte à côte. Phrase numéro 6, face à un plat extrêmement salé. Donc ça, c'est la situation. Donc la personne répond « Ah, c'est pas salé, n'est-ce pas ?» Donc ça, c'est une antiphrase parce que, bien entendu, c'est de l'ironie. Bon, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous êtes très forts, vous avez un degré d'attention phénoménal. Donc voici la dernière famille de figures de style, les figures de substitution. Alors, une figure de substitution est une figure de style qui consiste à remplacer un mot ou une expression par un autre mot ou expression ayant un lien logique avec le premier. Donc, cette technique enrichit le langage et ajoute de la profondeur à l'expression, souvent pour créer une image plus vivante ou pour éviter une répétition. Donc, les figures de substitution qui sont à l'étude sont la métonymie et la périphrase. Donc, vous avez des exemples de chacun dans le tableau, vous pouvez mettre sur pause pour les regarder. Nous, on va voir chacune d'entre elles. Alors, la métonymie. La métonymie est une figure de style qui consiste à remplacer un mot par un autre mot ayant une relation logique ou contextuelle avec le premier. Par exemple, imaginez que vous voulez parler d'une arme, eh bien, au lieu de dire « ils ont acquis le pays par les armes ou l'épée », eh bien, vous pourriez remplacer « arme » ou « épée » par le mot « fer ». Parce qu'une épée, c'est fait en fer. Donc, vous pourriez dire « ils ont acquis le pays par le fer » pour faire un peu plus poétique, un peu plus imagé, donc une image plus vivante ou éviter simplement de dire toujours le mot « épée » à chaque fois. Donc, pareil pour le deuxième exemple, au lieu de dire « roi » ou « reine », on va dire « la couronne », simplement pour éviter de tout le temps dire « roi » ou « reine ». Par exemple, la couronne a décidé de réformer le système fiscal. Donc au lieu de « le roi a décidé de réformer le système fiscal ». Donc, bien entendu, il faut ajouter un peu plus d'os à ces explications. Donc voici comment on fait l'analyse d'une métonymie. Mettez sur pause pour regarder ça et nous on passe à la périphrase. En passant, juste petit rappel, les analyses que vous voyez sont des analyses de niveau collégial, voire universitaire. Donc, vous, pour le secondaire, pas besoin d'être aussi poussé, je vous l'ai déjà dit, mais l'important, c'est que pour vous, vous assurez que vous expliquiez la figure de style en question au niveau de surface et que vous incluez ce que l'auteur veut dire en utilisant une figure de style quelconque et quel message ou émotion il veut, ou quel message ou émotion la figure de style transmet au lecteur. Et finalement, bien entendu, votre analyse doit faire un minimum de sens. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer c'est quoi une bonne analyse complète et c'est quoi une analyse un peu moins bonne. Donc restez jusqu'à la fin pour voir ça. Bon, allez, dernière figure de style, la périphrase. Une périphrase est une figure de style qui consiste à exprimer une idée ou un objectif par une expression descriptive ou une suite de mots au lieu d'utiliser son nom propre ou une expression plus directe. Alors voyez que la périphrase ressemble pas mal à la métonymie.
Mais en fait, c'est légèrement différent. Vous voyez, la métonymie substitue un mot ou une expression par un autre mot ou expression, alors que la périphrase substitue un mot ou une idée à une suite de mots ou une expression descriptive. Par exemple, le roi des animaux pour désigner le lion. Bien, vous remarquerez que ça fait beaucoup de mots pour désigner un animal. Alors, étant donné qu'on utilise un ensemble de plusieurs mots, alors on dit ici que c'est une périphrase. Donc, au contraire d'une métonymie, prenons l'exemple de l'épée. Au lieu de dire l'épée, on va la remplacer par, par un seul mot, eh bien, le faire. Alors, étant donné qu'on utilise juste un seul mot pour remplacer un mot, alors ici, on dit que c'est plutôt une métonymie. Petit truc tout con, mais qui peut vraiment vous aider. Dans le mot périphrase, il y a le mot phrase. Dans une phrase, il y a quoi? Il y a plusieurs mots. Bon, dites-vous que plusieurs mots, comme dans une phrase, égale périphrase. Et le contraire serait donc métonymie, quand il y a juste un mot pour en remplacer un autre. Ici, vous voyez des exemples de périphrase. Au lieu de dire Paris, on peut dire la ville lumière. Donc vous voyez, il y a plus qu'un mot, donc c'est une périphrase et non pas une métonymie. En disant la ville lumière, ça permet de ne pas répéter tout le temps Paris et de même par l'occasion d'ajouter un peu plus de poésie au texte. Le roi des animaux pour désigner le lion, on l'a déjà vu, et pour remplacer le mot lune, on pourrait dire un truc plus poétique du genre l'astre de la nuit. Donc bien entendu, pour en faire une analyse, on doit ajouter plus de viande quand même. C'est pour ça que je vous ai laissé un petit tableau comme d'habitude pour que vous puissiez avoir des exemples de bonnes analyses pour des périphrases. Donc mettez sur pause comme d'habitude pour regarder le tableau. Maintenant, nous on saute au petit exercice, donc nommez les deux figures de substitution que nous venons d'apprendre. Mettez sur pause parce qu'on arrive avec les réponses maintenant. Donc voici les réponses et maintenant on va sauter au dernier exercice, lui un peu plus intéressant. Donc parmi les figures de substitution, nommez celles qui sont des métonymies et celles qui sont des périphrases. Nous on se retrouve tout de suite avec les réponses. Donc voici les réponses. Alors phrase numéro 1, le roi de la jungle est la vedette du zoo. Donc ça c'est une périphrase. Pourquoi? Parce que on substitue un mot à plusieurs mots. Donc le roi de la jungle, donc qui veut dire lion j'imagine. Et la phrase numéro 2, le peintre vit de sa plume. Donc de sa plume, j'imagine que ça veut dire de sa peinture, de son art. Donc ça c'est une métonymie parce qu'on change simplement sa plume pour le substituer du mot art. Phrase numéro 3, Washington a décidé de nouvelles sanctions. Donc Washington, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est la Maison Blanche, donc c'est le pouvoir. Donc ça, c'est une métonymie parce qu'on remplace un mot par un seul mot qui est Washington. Phrase numéro 4, il y a beaucoup de voitures dans la cité des anges. Ça, c'est une périphrase. Il y a beaucoup de mots comme dans une phrase, donc c'est une périphrase. Donc c'est un ensemble de mots pour remplacer un mot. La cité des anges, quand on dit la cité des anges, ça fait référence à Los Angeles. Phrase numéro 5, la voile a pris le large. Ça c'est une métonymie parce que quand on dit le voile, eh bien on parle d'un bateau. Donc le bateau a pris le large. Donc étant donné qu'on remplace le mot bateau par un seul mot qui est le voile, eh bien c'est une métonymie. Phrase numéro 6, je vais au pays du soleil levant. Donc pays du soleil levant, donc c'est beaucoup de mots pour remplacer un seul mot, et ce seul mot-là, c'est Japon. Donc je vais au Japon. Au lieu de dire ça, on dit je vais au pays du soleil levant. Donc étant donné qu'il y a beaucoup de mots pour en remplacer un seul, c'est une périphrase. Maintenant, on va voir comment construire une bonne analyse de figure de style. Il y a au moins 4 objectifs que j'ai identifiés pour faire une bonne analyse complète. La première étape, analyser la forme. Donc pour commencer, identifier clairement la figure de style utilisée dans le texte. Est-ce que c'est une métaphore, une comparaison, une personnification ou une autre forme? Donc décrivez les éléments spécifiques du texte qui prouvent que c'est bien de telle ou de telle figure de style qu'on parle. Par exemple, dans une métaphore, vous pouvez identifier les deux éléments qui sont comparés sans l'illustration de mots tels que comme ou tel. 2.
La mise en contexte, c'est pas obligatoire, mais ça peut que vous donner des points supplémentaires dans votre analyse, donc d'expliquer brièvement la situation dans laquelle la figure de style apparaît. C'est quoi l'histoire? De qui on parle? À qui on s'adresse ici? Donc quels sont les événements principaux qui se déroulent autour de cette figure de style? Et ça va aider à comprendre pourquoi l'auteur a choisi d'utiliser cette figure de style particulière à ce moment précis du récit. Étape numéro 3, expliquer le fond. Donc, quel est le sens caché derrière la figure de style utilisée? Par exemple, si l'auteur utilise une métaphore liant un personnage à un animal, quelles caractéristiques de cet animal sont censées refléter les traits du personnage? C'est vraiment une étape qui permet de plonger plus profondément dans l'analyse en dévoilant les couches de signification que l'auteur pourrait vouloir transmettre. Quatrième étape, expliquer le but de l'auteur. Enfin, réfléchissez à l'impact que cette figure de style est destinée à avoir sur le lecteur. Donc, quelle réaction l'auteur cherche à provoquer? Est-ce que la figure de style est utilisée pour susciter de la tristesse, de la tension, peut-être ajouter de la profondeur à la description d'un personnage? Donc, soyez précis, c'est très important. Vous verrez que dans l'exemple ci-haut, on a tous les éléments réunis. En jaune, on explique en quoi c'est bel et bien une gradation descendante. Donc une gradation descendante, c'est quoi les critères? Vous vous rappelez? On doit organiser les mots importants en ordre décroissant d'intensité. Donc du plus fort au plus faible. Voilà, on l'explique quand on dit cette phrase emploie une gradation descendante commençant par la plus longue période, une éternité, et se réduisant à la plus courte, un an. Donc, pas tant besoin d'en dire plus, étape 1 faite. La mise en contexte. Dans la chanson originale, le chanteur parle d'une femme qu'il a rencontrée et se souvient de leur marche sur la plage un matin d'automne. Voilà, on explique même le début de la chanson pour faire comprendre davantage à notre lecteur que l'auteur ici parle d'une femme avec qui il a marché sur la plage. Donc voilà, comme ça le lecteur va mieux comprendre et va se dire « Ah d'accord, donc c'est de ça que parle le chanteur ». Donc vous comprenez, expliquer le fond, donc celui-ci, le chanteur exprime par cette gradation. Vous voyez, j'ai même précisé au lecteur qu'on parle d'une gradation ici. Donc celui-ci exprime par cette gradation que son souvenir d'elle, la femme, est toujours aussi frais dans sa mémoire, donc d'où le fait qu'il utilise la gradation descendante en terminant par « il y a un an », même s'il a l'impression qu'il ne l'a pas vu depuis une éternité. Et vous voyez que je viens tout juste d'expliquer pourquoi il a choisi la gradation descendante comme figure de style quand j'ai écrit « Celui-ci exprime par cette gradation que son souvenir d'elle est toujours aussi frais dans sa mémoire », d'où le fait qu'il utilise la gradation descendante en terminant par « il y a un an », même s'il a l'impression qu'il ne l'a pas vu depuis une éternité. Et finalement, expliquer le but de l'auteur de choisir la figure de style en question. L'auteur veut donc faire comprendre à l'auditeur qui écoute en exagérant à quel point la femme en question lui manque. Vous voyez ce que je viens de faire là? C'est quoi le but d'une gradation? Donc la gradation, ça fait partie de quelle famille de figures de style? Alors, figure de style d'amplification, pas vrai? Et ça sert à exagérer justement certaines choses. Là, j'ai dit, l'auteur veut donc faire comprendre à l'auditeur qui écoute en exagérant à quel point la femme en question lui manque. Et finalement, j'ai bien expliqué l'idée que l'auteur, ou le chanteur plutôt, voulait transmettre au destinataire, faire comprendre à l'auditeur qui écoute en exagérant à quel point la femme en question lui manque. Voilà une bonne analyse complète. Dernière chose, voici le genre d'analyse à éviter. Vous voyez, là il manque plein de choses. L'analyse est super courte. Bon, on analyse la forme, on explique effectivement en quoi la phrase est une gradation descendante, mais par contre le fond, préciser l'idée derrière la figure de style, il n'y en a nulle part de ce genre d'analyse ici. Il n'y en a pas, donc ça c'est pas bon du tout. Mais qu'est-ce que ça explique la gradation juste? Qu'est-ce qu'il y a comme message
de fond derrière la gradation. On ne sait pas. Bon, tout ce qu'on a, c'est le pourquoi l'auteur a utilisé la gradation, dans quel but, mais on ne sait toujours pas pourquoi la gradation était un bon choix. C'était quoi la signification des mots eux-mêmes? Bref, pas d'analyse de fond ici. On n'a pas non plus le contexte. Bon, pas obligé de mettre le contexte comme j'ai dit, mais au moins ça aurait pu peut-être ajouter des points. Mais là, il n'y en a même pas. Donc ça aurait fait comprendre un peu le contexte de la phrase, quoi. Donc imaginez que quelqu'un lit cette analyse-là, juste cette analyse-là, hein. Donc sans qu'on lui ait dit qu'en fait la phrase fait référence à une femme que le chanteur a rencontrée sur une plage, dont il est visiblement tombé amoureux, puis qu'il l'a plus jamais revue. Donc au moins ça aurait été un peu plus intéressant, un peu plus clair pour le lecteur qui lit l'analyse. Donc voilà, c'était une longue vidéo. Donc j'espère que ça vous a un peu aidé à comprendre les figures de style. L'important, c'est 3 choses. Vous devez, 1, retenir les familles de figures de style et les figures de style elles-mêmes. C'est chiant, mais c'est comme ça. Ça fait partie des rares fois où le par cœur peut être utile. D'accord ? 2, vous devez savoir comment reconnaître chacune des figures de style que vous avez à apprendre. Et 3, vous devez vous pratiquer à faire des analyses. Si jamais vous voulez qu'on se pratique ensemble, vous avez de simples questions, vous voulez montrer une de vos analyses, vous pouvez m'écrire sur Messenger, par texto, sur la plateforme où on peut faire un appel vidéo. Donc n'hésitez pas, je sais que c'est de la matière assez compliquée. C'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut faire vraiment beaucoup d'exercices, beaucoup d'analyses et la rigueur qui est vraiment importante. N'oubliez pas, c'est vraiment très important d'avoir de la discipline dans ce genre de cas. Donc, ne vous découragez pas, vous allez finir par comprendre, vous allez finir par bien différencier les différentes figures de style. Bon courage à tous, on lâche surtout pas. Moi, c'est tout ce que j'avais dans le ventre et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.